j'ai l'avantage de faire et l'animateur et le présentateur. Je suis voilà. Donc, Patrick Louis, j'enseigne dans le cadre de l'IE, mais j'ai également la breveté d'un master d'expertise internationale à la faculté de droit. Et donc, je suis également responsable de Géonix. Et donc, c'est moi qui suis le tuteur de toute l'équipe remarquable des gens qui ont des étudiants qui travaillent à Géonix. Je vous invite à regarder le site et à éventuellement enrichir le site par vos articles et vos propositions. Donc, en tant que responsable indirectement du colloque, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, quelque chose qui m'a fait très mal, c'est que Fabrice Ross ne peut pas venir et Scorsini non plus. J'ai appris ça hier matin, autant vous dire que je n'étais pas de bonne humeur, je suis toujours pas de bonne humeur, mais donc les gens qui devaient venir, Scorsini c'est particulier, il a des très grandes responsabilités, mon autre collègue, moins d'excuses. Voilà, donc ce qu'on va faire, si vous voulez bien, je vais faire le topo un peu plus long que prévu sur la question de l'actualité de la guerre économique, qui est un sujet qui peut nous emmener très loin. Et à l'issue de ce sujet, eh bien, les professeurs qui sont toujours présents ici, ou les intervenants ce matin qui sont présents, donc se joindront sur la table, au bureau, et on fera une grande table ronde sur les sujets du matin et de l'après-midi, et vous verrez qu'il y a matière à dire. Donc on terminera peut-être un petit peu plus tôt, de manière peut-être bien libre d'aller et venir. Juste une petite remarque qui m'est demandée par l'équipe qui s'occupe de la communication du fait que vous avez vu, il y a des caméras qui filment pour essayer de reproduire sur le site Géonix un certain nombre d'interventions. Il se peut que par hasard, quand un zoom se met sur la salle, votre figure apparaisse sur l'image. Si certaines personnes, au nom du droit à l'image, ne veulent pas que leur visage apparaisse, si vous voulez bien avoir la délicatesse d'avertir une des deux jeunes filles qui sont ici, de manière à ce que l'on glisse l'image ou risquerait d'apparaître, ou simplement on la détruise. Je suis obligé, nous en sommes là, telles sont les normes, c'est ainsi qu'il faut faire avec. Parce que vous savez très bien que si votre visage apparaissait sur un truc qui est publié, vous pourriez vous retourner contre moi et demander des indemnités que je serais bien normal de vous payer. Merci pour votre bienveillance, mais néanmoins, si vous considérez que c'est votre... que vous le demandez, et c'est votre droit pour qu'on respecte. Donc si vous voulez bien, on va parler d'un phénomène, je vais vous parler d'une réalité qu'on appelle la guerre économique. Et ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a la question à laquelle je vais répondre, c'est y a-t-il réellement une guerre économique? Est-ce un fantasme? Est-ce une vraie réalité? Donc, la question va-t-elle, est-ce que la guerre économique existe-t-elle? Donc, je vais voir deux choses dans un premier temps, c'est qu'au niveau des perceptions, déjà au niveau du vocabulaire, parce qu'il faut réfléchir sur les mots que l'on utilise, les deux termes sont antinomiques a priori. Entre guerre et économie, les deux termes ne vont pas ensemble. Mais on va voir également que dans ceux qui pensent l'économie et ceux qui pensent accessoirement la guerre, eh bien les deux termes, il y a des visions qui sont différentes. Et au terme de ceci, je parlerai des faits. Est-ce que les faits confirment l'existence ou non d'une guerre économique? Et je vous dirai bien sûr que la guerre économique est là, même si la France ne veut pas forcément la voir, même si un certain pays, notamment l'Union européenne, ne veut pas voir la réalité de la guerre économique, elle existe bien. Et dans un deuxième temps, je verrai avec vous les moyens de la guerre économique, c'est-à-dire quels sont les outils d'action qui permettent à des nations quasiment de gagner cette guerre économique, mesure des moyens auxquels elle n'est pas forcément habituée. Donc il est bien évident que les deux termes sont a priori antinomiques. On trouve ça déjà dans la mythologie grecque. Vous savez très bien qu'il y avait deux dieux, Hermès, qui était le dieu des commerçants, soyons précis, dieu des commerçants et des voleurs. Enfin bon, mais on n'ira pas plus loin que cela. C'était le dieu des commerçants et Arès qui était le dieu de la guerre. Et les deux termes étaient bien sûr opposés, il y avait bien deux divinités, donc a priori, entre le commerce et la guerre, il y avait deux réalités bien distinctes. Mais on trouve également dans le vocabulaire, ce sont deux termes opposés. L'économie, c'est la gestion de la maison. Économos, c'est non pas écologos, logos, c'est l'étude, nomos, c'est la norme. Comment bien gérer la maison, comment bien gérer le domaine, en bon père de famille. Donc par définition, c'est plutôt quelque chose qui a priori est calme, serein, tranquille, alors que le principe de la guerre, c'est quand même la domination, la subordination de l'autre et
prendre et capter le bien d'autrui. Alors regardons rapidement un petit peu ce que l'on dit de la guerre et ce que l'on dit de l'économie pour voir si les deux concepts vont ensemble. Premièrement, sur la question de la guerre, il faut savoir que notre vision de la guerre, et le général Balvac l'a bien montré ce matin, il faut que l'on change notre vision de la guerre. La vision de la guerre que nous avons souvent est une vision clausewitzienne. Clausewitz était un grand général prussien, admirateur de Napoléon, et je pense que très souvent dans les têtes, la représentation de la guerre, c'est une guerre telle que Napoléon a pu la faire. C'est une guerre dans laquelle vous avez, que je symbolise par un jeu d'échecs, vous avez deux armées qui s'affrontent, deux armées qui vont s'affronter, et en fin de compte, celui qui va gagner, c'est celui qui aura écrasé l'autre. Et vous savez très bien qu'aux échecs, quand vous dites « j'ai gagné », en fin de compte, on a tout perdu. D'où le terme « jouer aux échecs », ce que je dis souvent, c'est totalement stupide, il vaut mieux jouer à la réussite. Parce que jouer à l'échec, c'est quand même étymologiquement un peu stupide, mais c'est vrai que quand vous jouez aux échecs, quand vous avez gagné, et vous avez perdu souvent votre reine, votre tour, votre fou et vos cavaliers, mais vous pouvez dire j'ai gagné. Et on peut dire que d'une certaine manière, la France a gagné la guerre de 14. Mais on ne peut pas dire que l'Europe a gagné la guerre de 14. C'est évident que les honneurs aux poilus et à ceux qui ont travaillé en 14, la question n'est pas du tout ici de les mépriser, mais c'est l'exemple typique de guerre clausewitzienne où en fin de compte il n'y a que de la destruction. Il est évident que si la guerre est vue comme ça, la guerre économique, c'est pas ça. La guerre, aujourd'hui, il faut la voir un petit peu autrement. Et je vois que la guerre a totalement changé. Et Patrick Levac l'a bien montré ce matin, et que la guerre a changé. Par exemple, en Asie, et ça a été très bien dit par Jean Ruffier, qu'on n'est plus jamais dans l'affrontement direct. On contourne, on fait du judo, mais on n'attaque pas directement. Au XIXe siècle, la guerre n'était pas forcément une guerre directe, du temps quand l'Empire français s'opposait au Commonwealth, mais on va essayer d'augmenter ses implantations dans les colonies. Parfois ça frotte, parfois c'est délicat, mais c'est plus déjà par l'économie qu'on va essayer de progresser. Et on va essayer de créer, d'augmenter son influence en creusant des tunnels, des canaux, des chemins de fer, Suez, Panama, etc. La guerre froide, par exemple, au sens clausewitzien, n'est pas une guerre, parce qu'il n'y a jamais eu véritablement de guerre. Pourtant, il y avait bien une mobilisation totale de la société autour d'un projet qui visait bien, en tout cas du côté soviétique, à un universalisme, c'est-à-dire à un mondialisme en l'occurrence, à imprimer son modèle sur le monde entier. Et le 11 septembre 2001, est-ce que c'est une guerre? Oui, c'est une guerre, c'est une nouvelle guerre. Ce n'est plus une armée contre une armée, c'est des civils qui vont utiliser des cutters en plastique pour prendre un avion pour attaquer des civils. Et donc la guerre a changé totalement de forme. Et si on parle de guerre, si on se rappelle uniquement Napoléon, évidemment, il n'y aura pas de guerre économique. Mais la guerre existe aujourd'hui, ça a été dit ce matin, malheureusement, la question de Daesh, même si Daesh constitue un État, donc on se retrouverait dans une forme de guerre d'État contre État, mais le terrorisme en général est une véritable menace. Les guerres asymétriques, où le faible attaque le fort, sont une réalité, et il y a une guerre. Et ici, on ne joue plus aux échecs. Le vrai jeu, c'est beaucoup plus le jeu de Go, qui analogiquement nous permet de comprendre ce qu'est l'échiquier sur lequel on évolue. Au jeu de Go, on n'essaie pas d'écraser l'autre, on essaie simplement de l'enfermer, de l'entourer, de manière qu'in fine, il ne soit pas mort, mais qu'il travaille pour nous. Vous savez qu'au Go, quand les blancs entourent les noirs, le noir devient blanc. Donc l'idée, c'est pas d'agresser, parce que agresser avec des bombes, etc., c'est détruire, c'est attaquer au contraire l'esprit et le cerveau de l'autre pour que l'ensemble des forces de l'autre ne soient pas détruites, mais se mettent à travailler à votre profit. Et je crois que là, on est beaucoup plus dans la nouvelle guerre, qui, vous voyez, est tout aussi bien psychologique que militaire. Et pour montrer cela, puisque ce matin on a parlé de la Chine, il y a un ouvrage qui est sorti en 2003, qui est assez intéressant, qui a été publié par deux colonels, à l'époque ils étaient colonels de l'armée rouge, Liang et Jiang Shui, excusez-moi je le prononce mal, qui écrit un ouvrage qui s'appelle La guerre sans limite. Et c'est intéressant de voir comment l'empire du milieu, la Chine, et ça c'est contemporain, ça date de 2003, par la médiation de ses officiers supérieurs, voit un petit peu le rapport de guerre. Eh bien, les auteurs analysent la puissance américaine, ils l'observent, et ils ont bien conscience que petit à petit, les Américains ne veulent pas s'opposer
bien sûr au commerce avec la Chine, mais qui veulent empêcher que la Chine déborde de son lit naturel, qu'elle prenne trop d'influence et trop de pouvoir. Et ces auteurs montrent que le conflit moderne déborde du champ de bataille traditionnel. Et ils insistent sur ce que je viens de vous dire, que tout peut devenir une arme, que rien n'est exclu. Que la frontière entre champ de bataille militaire classique et espace civil a tendance à disparaître. Donc, l'acte militaire n'est plus qu'une composante de cette nouvelle guerre. Et donc, ceci va intégrer tout un ensemble de dimensions, y compris culturelles, psychologiques et médiatiques. Et cet ouvrage s'appelle « Qu'il faut penser la guerre hors limite. Il n'y a plus de limite ». Je retiens de ce propos que la guerre a véritablement changé et que la guerre va véritablement intégrer le monde de l'économie. Que se dit-il du côté du monde des économistes? Du côté des économistes, la vision dominante, je ne vais pas faire ici un cours d'histoire de la science économique, il me faudrait au moins 40 heures, mais la vision dominante de l'économie telle qu'elle est représentée, par exemple par l'OCDE, ou bien par le FMI, ou bien par l'Union européenne, nous sommes quand même les héritiers d'Adam Smith. Adam Smith est celui qui a posé les principes de l'économie contemporaine, qu'on peut appeler l'économie de marché. Ce qui est intéressant, c'est que, donc, vous connaissez l'économie de marché, une offre et une demande qui se régulent sur un marché, qui permet de produire un prix. Mais la singularité de l'économie d'Adam Smith, c'est de dire que de ces comportements individuels va se produire un ordre collectif. Et donc il y a une sorte de main invisible qui agit, il y a une sorte de mécanisme qu'on ne connaît pas. Une main invisible qui agit, qui en fin de compte est souvent la concurrence, qui va créer un ordre social. Ce qui est intéressant, c'est de lire Adam Smith. Adam Smith a écrit 2 ouvrages, il a écrit un premier ouvrage qui s'appelle Traité du sentiment amoureux. Dans cet ouvrage, il montre que ce qui soude les sociétés, c'est bien sûr tout ce qui est de l'ordre de l'affection, de l'esprit, de l'amour, etc. Mais les hommes ne lisent plus le bouquin d'Adam Smith, son traité du sentiment amoureux, ils ne lisent que le deuxième qui s'appelle Essai sur la théorie de la richesse des nations. Et dans cet ouvrage, il y a un passage qui est assez intéressant, dans cet ouvrage qui date de 1776, il y a un passage qui est assez intéressant où il montre qu'en fin de compte, on va organiser les sociétés à partir de l'économie, puisque l'économie va devenir la valeur prédominante, l'avoir, le fait de posséder ou de consommer va primer sur le fait d'être. Si vous voulez, ce problème de tout un sujet. Et dans Adam Smith dit très clairement dans ce passage que je vous invite à rechercher, et à trouver et à lire, je ne vais pas prendre le temps de tout vous relire, il montre qu'en fin de compte, l'ordre social provient uniquement à partir de l'intérêt. Mais je lis le petit morceau que j'ai quand même surligné ici, et il dit, par exemple, ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner. Mais ce n'est pas de la bienveillance. Que l'on voit en bien les choses, ce n'est pas important. Mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. C'est quand même très intéressant. C'est le fondement de l'ordre économique, c'est de s'appuyer sur l'égoïsme de l'autre. Donc ce n'est jamais de nos besoins que nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. Il n'y a qu'un mendiant qui puisse se résoudre à dépendre de la bienveillance d'autrui. C'est extraordinaire, c'est que la bienveillance qui, dans la lecture des choses, est quand même une des vertus les plus fondamentales de la vie sociale, parce que dans la pensée grecque, la pensée d'Aristote, le fondement de la société, c'est l'amitié. C'est l'amitié, c'est le vouloir vivre ensemble. Donc c'est voir dans l'autre quelqu'un qui est un autre moi-même, quelque part. Et bien là, on dit que celui qui est bienveillant, c'est le mendiant. Alors que le fondement, c'est l'égoïsme. Et les bienveillants, si vous partez sur des bases comme ça, avec une grande inertie d'une société relativement, j'allais dire, charitable, ou en tout cas dont la norme fondamentale est plutôt bienveillante, une société fonctionne. On est sur l'intérêt. Mais on ne peut pas me dire qu'à terme, si on ne s'appuie que sur l'intérêt, hop, il manque un texte, tant pis. Si on s'appuie que sur l'intérêt, on ne peut pas dire qu'à terme, où va se limiter l'intérêt. Et je vais vous dire des choses un petit peu dures, mais le marquis de Sade agit par intérêt. Il suffit que l'autre soit consentant, c'est tout. Il agit, il ne faut pas aller très très loin, et on peut être très loin là-dessus. Alors le contexte là-dessus, ça c'est le fondement.
Est-ce que ça peut suffire? Est-ce qu'une éthique de l'utilité, une chose est juste simplement parce qu'elle est utile, est-ce que ça peut suffire à fonder une société? Là-dessus, je rajouterai que le contexte économique a changé. Nous venions d'une société d'une certaine frugalité, d'une certaine modestie dans la consommation. Et donc, bien sûr, pour avoir plus de pain, plus de lait, c'est bien. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une société de la rareté où l'économie a pour but de vous donner, en tout cas pour le plus grand nombre. Il y a malheureusement des gens pauvres dans notre société, il y en a bien trop, mais globalement, la grande majorité vit relativement bien. Et que ce que l'on veut comme argent, c'est pas uniquement pour se nourrir, c'est peut-être pour payer son smartphone, ou bien son nouveau rouge à lèvres, ou bien son nouveau tabac, ou je sais pas quoi, pour ne pas tomber dans des arguments uniquement féminins. Bien que, excusez-moi, les femmes fument, excusez-moi, je ne savais pas qu'elles avaient cette vertu aussi. Donc, toujours est-il, et on est passé d'une économie de la rareté, où comme les biens étaient rares, l'économie créait l'abondance, c'était bien. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une économie qui n'est pas une économie de la rareté. On est une économie de l'abondance. Il y a tout dans nos magasins. Hein, vous prenez la Pologne de 1988, dans les magasins, vous aviez des grandes chaînes du froid, il y avait 10 kilos de viande. Les clients étaient prêts à acheter, mais ils n'avaient rien à vendre. Aujourd'hui, vous allez dans tous les magasins, il y a tout. Et ce qu'il manque, c'est plutôt de l'argent pour acheter. Mais nos sociétés sont des sociétés d'abondance. Ce sont des sociétés d'abondance, et dans une société de rareté, bien, le travailleur est en concurrence, mais il suffit qu'il produise plus, qu'il ait à peu près sûr de vendre. Aujourd'hui, que manque-t-il dans nos économies? C'est très difficile de dire ce qui manque. Si vous savez une chose qui manque, venez me voir à la fin du cours, on fera une job-culture. Hein? Si vous savez vraiment ce qui manque, c'est que vous avez fait une étude de marché, vous savez ce qui manque, il va vite le produire. C'est très difficile de dire ce qui manque. Il manque pas grand-chose. Si vous le savez, vous créez un business. Mais moralité, aujourd'hui, l'offre a tendance à devenir plus importante que la demande. On peut produire plus de voitures qu'ils s'en achètent. Donc on n'est pas dans une concurrence douce telle qu'elle existait dans les années 1960, où les syndicalistes étaient virulents. Nous sommes rentrés dans une concurrence absolument sauvage. Nous sommes rentrés dans une concurrence très dure. La concurrence entre Pepsi et Cola et Pepsi Coca-Cola est forte. La concurrence entre Peugeot et Volkswagen, elle est mortelle. Et il est bien évident que ce sont des gens qui s'estiment. Il est bien évident qu'il n'y a pas d'antinomie entre le patron de Peugeot et le patron de Volkswagen. Mais je suis sûr que quand il parle à son assistant chef de produit, il lui dit, tu me prends 10% de part de marché. Et l'autre dit, mais je ne peux pas. Mais si tu ne veux pas, t'es mort. Et le langage de l'entreprise est en train de devenir un langage militaire. On fait de la stratégie. On fait de la stratégie, on prend des positions, et le but, c'est de, quelque part, de mettre à mort l'autre. Entre Apple et Samsung, c'est une bagarre brutale. Donc, je peux dire d'une certaine manière que l'univers devient terriblement darwinien. Et quand ça devient darwinien, bien, on n'est pas loin de dire que tous les moyens sont bons. Et vous allez me dire, mais si tous les moyens sont bons, oui, je suis dans une éthique de l'utilité. La fin justifie les moyens. Et que comme de toute manière, je ne m'intéresse pas à la vertu, puisque je m'intéresse qu'à l'intérêt, ben pour satisfaire mes intérêts, tous les moyens sont bons. Là-dessus se rajoute un deuxième contexte dans lequel il y a des gens qui ont dit il faut abandonner le politique. Il n'y a que l'économie qui compte. Et il est vrai qu'en France notamment, beaucoup de gens, et notamment dans la famille libérale, ont tendance à dire on n'a pas besoin d'État. Donc quelque part, l'économie produit les moyens de vivre, mais la société n'est pas que le lieu où il y a des moyens de vivre. Il y a quand même tout un ensemble d'autres choses liées à la culture, à la santé, à la joie, à la peine, à la prière, à la vie de famille, à l'élévation de l'âme. Et ça fait une société, et ce n'est pas l'économie qui dirige une société. Il y a bien besoin de politique, et la sagesse des nations a pourtant produit cette chose qu'on appelle un État, qui permet de créer de la règle, qui est le monopole de la violence légale, et qui crée une certaine ordre. Il y a eu des attaques très très fortes contre les États qui ont été menées. Certainement, on a raison de critiquer les États quand ils sont obèses, mais a-t-on raison de critiquer les États quand ils font leur devoir régalien, qui est entre autres d'assurer la sécurité et surtout la justice. Et donc on a voulu supprimer les États, on les a fragilisés, et vous savez très bien que les États sont revenus très très rapidement, notamment en 2008, parce que devant la crise du système bancaire, dont les banques ont été des grands acteurs de la fragilité des États, les banques étant en faillite, on s'est dit qu'il n'y a qu'une solution pour éviter la grande crise, c'est que les États
paye. Il est vrai que depuis 2008, on a redécouvert la nécessité des États, même si on peut dire que depuis les années, on peut dire 70, 75 à 1900, à 2008, on a passé son temps à décriminaliser les États. Les États obèses, c'est un autre sujet, je ne suis pas là pour parler de cela. Donc, et il faut bien admettre qu'aujourd'hui, on se trouve en face de pays où les États sont restés des États très forts, et ces États n'ont jamais séparé l'économie de leur projet de puissance, de leur projet politique n'est pas dissociable de leur économie. Et ceci est très très vrai en Chine. C'est très très vrai où la Chine contrôle son économie, c'était très bien montré ce matin. En Russie, c'est évident. Demandez à Khodorkovsky, qui a voulu s'opposer à Poutine, il est bien évident qu'il y a un lien étroit entre l'économie et le politique, et aux USA aussi. Il y a un espace où véritablement on ne veut pas associer le politique et l'économique, et on a même tendance à les opposer, c'est l'espace européen. Et ce qui est une grande fragilité. Parce que nous, on dit bien que le politique c'est une chose, l'économique c'est une autre chose. Alors que les autres pays, il y a une connivence entre le Japon, entre l'État et l'économique. Donc, guerre économique, on pourrait dire que c'est un oxymore, c'est-à-dire qu'on rassemble des termes apparemment opposés. Je pense qu'il y a effectivement, aujourd'hui, véritablement une guerre économique. Et dans cette guerre économique, eh bien, il y a un nombre croissant d'économistes qui se rallient à ce point de vue. Je pense que le premier théoricien de guerre économique, vu du côté français, c'était Colbert. Jean-Baptiste Colbert. Pourquoi? Parce que déjà, il était mercantiliste. Qu'est-ce que ça veut dire? Un mercantiliste, c'est lui qui pense que la source de toutes les richesses, c'est le commerce. Mais un mercantilisme moderne, c'est quelqu'un qui veut dire, pour qu'un pays soit riche, il faut qu'il produise et qu'il vende beaucoup. Il vous dira, un mercantilisme moderne, qu'il faut plus exporter qu'importer. Alors, sous cette phrase tout à fait anodine, et dont la France aurait besoin d'apprendre, de se rappeler, qu'effectivement, on aurait un commerce extérieur moins déficitaire, c'est pas mal, mais quand vous posez comme principe qu'il faut que tous les pays exportent, vous comprenez bien que vous êtes dans une contradiction. On ne peut pas avoir tous les pays qui aient une balance commerciale excédentaire dans le même temps. Vouloir dire la norme économique, c'est le mercantilisme, il faut plus exporter qu'importer, c'est forcément penser le monde dans un rapport entre le fort et le faible. Je suis bien dans une logique darwinienne. Alors qu'a priori, si on était dans une paix économique, eh bien comme un pays est obligé d'importer, il est obligé de se... parce qu'il n'a pas la marchandise, ou il n'a pas le pétrole, ou je ne sais quoi, il faut qu'il se débrouille pour exporter, pour compenser ses importations. La norme, a priori, ça devrait être l'équilibre du commerce extérieur. Il y a un pays qui importe moins, on essaie de faire qu'il exporte plus, et le pays qui exporte beaucoup, il se met à consommer plus. Et la norme, ça serait, à mon avis, ça, une paix économique. Mais non, le discours, il est mercantiliste, c'est Colbert qui l'a introduit, tant mieux, c'était bon pour la France. Aujourd'hui, ce n'est pas très bon pour nous. Ensuite, d'autres économistes sont apparus. Frédéric List, que les Français ne connaissent pas bien, mais c'est le père de ce qu'on va appeler le protectionnisme éducateur. C'est le père de cette théorie qui s'appelle le Zollverein, qui a fait la puissance de l'Allemagne de Bismarck, qui consistait à dire qu'un pays devait d'abord défendre ses intérêts et qu'il ne devait pas avoir peur de mettre un protectionnisme autour de ses frontières pour protéger les jeunes entreprises. Et si une entreprise grossit et devient prospère, eh bien ce n'est pas gênant qu'il y ait une concurrence forte, parce que l'entreprise est mature. Mais qu'un État doit avoir l'intelligence de protéger toutes les souches des entreprises innovantes pour les permettre à la maturité et ensuite les lancer sur le marché mondial. Frédéric List, c'est celui qui va critiquer un homme qui s'appelle David Ricardo. David Ricardo pensant qu'au contraire, il fallait laisser véritablement la concurrence libre et totale, et que chaque pays devait se spécialiser dans le domaine où il était le plus fort. Il faut savoir que Leeds a beaucoup influencé également les Américains à un certain moment donné. En tout cas, il a beaucoup influencé également l'Allemagne. D'une manière plus contemporaine, des hommes qui ont introduit la notion de guerre économique, je ne vais pas creuser le sujet parce que c'est un peu peut-être ennuyeux, mais c'est un homme à qui il faut rendre des honneurs quand même, il s'appelle Bernard Lésambert, qui était un conseiller du président Pompidou, qui a écrit, pour moi, la première publication française qui utilise le terme de guerre économique, c'est lui, en 1991, qui s'appelle La guerre économique mondiale. C'est qui dit que l'économie n'est plus ce doux commerce dans lequel, en échangeant, on ne se fait que des amis, mais c'est un lieu où il y a un vainqueur et un vaincu. Alors il est bien évident que quand le gâteau grossit,
quand la croissance mondiale augmente, on peut tous gagner en même temps. Mais quand il ne grossit pas, il y a un gagnant et un perdant. Il y a un Américain qui ensuite a beaucoup écrit là-dessus, il s'appelle Edward Bushwack, qui est un Américain qui a publié La grande stratégie de l'Empire byzantin, où il a montré aux Américains que les empires étaient mortels, que tout empire périra, pour reprendre la grande phrase de Durosel, qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'un empire dure 1000 ans. Et il explique aux Américains ce qu'il faut faire pour aller un petit peu plus loin que l'économie simple de l'économie de marché. En France, un des pionniers de la discipline s'appelle Christian Arbulot, qui va être un pionnier d'une discipline dont je vous dirai deux mots tout à l'heure, qui s'appelle l'intelligence économique. Et à l'intérieur de l'économie est une rubrique qui pose comme principe qu'il y a la guerre économique. Arbulot a créé une école qui s'appelle l'école de guerre économique. Donc aujourd'hui, on est là, il y a une école de guerre économique. C'est-à-dire que c'est un petit peu dur comme mot, mais non. Et Maurice Allais, qui est pour moi un des grands maîtres de la pensée économique, Maurice Allais est libéral, professeur de l'école de Nancy, prix Nobel d'économie. Il y a eu 2 prix Nobel récemment, c'était Debreu et lui. Et maintenant, il y en a 3, bien sûr. On a eu 3 en 30 ans, il faut quand même le savoir. Eh bien, lui a écrit toute une publication où il s'opposait, lui est le libéral, hein, et il s'opposait au libre-férisme de Bruxelles. Il l'appelait comme ça. Il l'opposait en disant, faites attention, vous êtes trop naïfs. Donc ça, c'était au niveau des termes, mais au niveau des visions idéologiques, 2 oppositions. Donc la première, ceux qui globalement s'opposent au concept de guerre économique sont plutôt des gens, et c'est très difficile de mettre les gens dans des cases parce que c'est fonctionnel sur le plan pédagogique, mais c'est pas forcément réaliste. Mais néanmoins, j'enferme les gens dans 2 camps pour des raisons pédagogiques. Il y a d'un côté, je mettrais plutôt les libéraux en économie, hein, les libéraux en économie et les mondialistes dans un certain camp qui, eux, refusent ce terme de guerre économique, ou s'ils acceptent qu'il existe, ils considèrent que c'est toujours une tare, c'est toujours un échec, et qu'il faut réformer. Et pour eux, la cause fondamentale de la guerre économique, c'est la trop grande intervention de l'État dans l'économie. Et s'il n'y avait pas d'État, il n'y aurait pas de guerre économique. Donc le protectionnisme, bien sûr, est accusé. Protectionnisme, vous comprenez tout ce que ça veut dire, hein, mais dans le protectionnisme, on peut très bien intégrer la variation d'un taux de change. N'oubliez pas que quand les Anglais, en 2008, ont dévalué de 30%, quand vous dévaluez votre monnaie de 30%, vous faites monter vos droits de protection de 30%. Donc, ne cherchez pas uniquement l'histoire de créer des bunkers protectionnistes, c'est très subtil. Et les aides, les subventions, les soutiens, toutes les entraves qui s'opposeraient à une entreprise étrangère à s'installer, tout ceci participerait directement de ce qui, pour les libéraux, et c'est pas infondé, ce qui serait donc une tare de la guerre économique. Donc la guerre économique est condamnable parce qu'elle est la conséquence de cet interventionnisme et qui ont tendance à vouloir favoriser l'économie nationale et les entreprises locales. C'est pas entièrement faux. La grande question, c'est qu'on est sur un jeu où aujourd'hui, d'autres pays, ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, ont une guerre économique organisée. Et nous, que faut-il répondre? Donc sans État, il n'y aurait plus de guerre économique, mais uniquement une compétition normale entre firmes, sans État. Je dirais, avec un État qui ne fait que ses fonctions régaliennes, peut-être, mais sans État, c'est quand même un peu fort, mais c'est le côté de certains économistes libéraux qui sont libertariens. Donc, tout ceci répond en fin de compte à l'extrapolation de la pensée d'un grand homme qui s'appelait Montesquieu. Montesquieu qui a créé le concept du doux commerce. Pour Montesquieu, hein, l'effet naturel du commerce est de porter à la paix. Et c'est vrai qu'il vaut mieux que les hommes échangent des marchandises, des tomates et des bananes, plutôt que des balles et des obus. Le principe, c'est 2 nations qui négocient ensemble se rendent réciproquement dépendantes si l'une a intérêt d'acheter, l'autre a intérêt de vendre. Oui, le mot intérêt est omniprésent, mais on oublie qu'avant la guerre de 1914, les échanges étaient très importants. Et l'échange économique était très important. Donc ce n'est pas parce qu'on fait beaucoup d'échanges que vous êtes certain d'avoir la paix. Mais voilà, c'est le point de vue qui prédomine. En face, vous avez un autre point de vue qui peut rassembler, en allant très vite, que j'appellerais les nationaux. C'est ceux qui ont le sentiment d'appartenir à une nation, à un ensemble commun dont on veut vivre ensemble,
parce qu'on a partagé les grandes souffrances et qu'on est prêt à faire des grandes choses ensemble. On est dans une nation et qui très souvent sont associés également avec des gens qui sont un peu interventionnistes. Ne cherchez pas les classements gauche-droite, ça ne marche pas du tout, mais il y a ça. Et pour eux, la guerre économique est le résultat de la globalisation de l'économie mondiale. Elle est le résultat du libre-échange, qui n'est pas forcément libre, mais qui est omniprésent. Et dans ce cas-là, il y a une critique assez forte de la mondialisation. Il y a une critique assez forte en disant que cette mondialisation qui est arrivée subitement permet à certains pays d'utiliser le dumping social. Quand vous avez un SMIC à 2 € dans un pays, et vous êtes à 5 fois plus, ben en termes de compétitivité, c'est vrai que cela pose un problème. Dumping environnemental, vous n'avez pas le droit de polluer en France, vous avez le droit d'amener des produits qui ont été créés dans des conditions très polluantes. Comment résister? Dumping fiscal. Vous savez que la rolling tax au Luxembourg a été mise en place par M. Juncker. C'est-à-dire que si vous fiscalisez au Luxembourg, vous avez quand même beaucoup moins de fiscalité qu'en France. Donc dumping pour prendre les marchés. Et ça, on ne peut pas dire que ça existe. On n'est plus dans le doux commerce où des pays de même nature et de même culture, donc de mêmes règles, échangeaient ensemble. Et comme les coûts de transport ont diminué, des pays très très loin se trouvent en concurrence avec des pays qui ont des cultures qui, elles, sont répandues comme des taches d'huile. Des pays très très loin, géographiquement, se trouvent en concurrence avec des pays qui n'ont pas du tout les mêmes règles. Et une des critiques qui est faite, c'est de dire que cet ordre mondial, ce désordre mondial plutôt, met en cause tôt ou tard tous les systèmes de protection sociale qui étaient construits sur les pays, qui présupposaient quand même une territorialisation des fiscalités, des lois sociales. Parce que la politique est liée sur un espace, alors que l'économique, lui, subitement, se mondialise, donc il faut enrichir. Et c'est toi, j'ai mis la photo, que j'ai eu la chance de connaître, ça s'appelle Jimmy Goldsmith. Jimmy Goldsmith, qui était un requin de la finance. Eh bien, il a écrit un ouvrage dont je vous conseille la lecture, qui s'appelle Le Piège. Et dans Le Piège, il montrait que l'ordre du monde amenait une destruction globale du monde. Et il disait dans son bouquin, ben, cet ordre que l'on produit va faire que les pauvres des pays riches vont enrichir les riches des pays pauvres. Et dans cet ouvrage. Et quelque part, c'est un de ceux qui, en Europe, ont fait avancer cette réflexion sur la guerre économique. Et dans ce cas-là, on retrouve la phrase d'un grand libéral, qui s'appelait Benjamin Constant. Benjamin Constant disait « La guerre et le commerce sont deux moyens d'atteindre le même but, celui de posséder ce que l'on désire. » Donc là, pour moi, la messe est close. La guerre économique existe. Benjamin Constant dit ça dans un ouvrage, dans un texte qui fait 6 pages, que je vous invite à lire, de la liberté des anciens et des modernes. Vous trouvez ça sur Internet. Mais il dit bien qu'en fin de compte, si tout est vu sur l'intérêt, ben en fin de compte, je désire le bien que tu as, et tous les moyens sont bons. Alors quels sont les faits? Est-ce que les faits entre ces deux thèses, est-ce que les faits, qu'est-ce qu'ils disent? Alors d'hier et d'aujourd'hui. Bien, le premier fait, soyons pas trop sceptiques. Il est évident que l'évolution récente de l'économie montre très bien que les pays du Sud sont des pays qui les pays du Sud se développent. Et ils se développent assez rapidement, et c'est une bonne nouvelle. On ne peut que se réjouir de voir les Chinois devenir plus riches, les Indiens plus riches, les Brésiliens aussi. Moi, je demande qu'une chose, c'est que l'Afrique se développe. Mike Taylor est riche, il vaut mieux être entouré de gens riches que de gens pauvres. Parce qu'économiquement, plus vous êtes entouré de gens riches, plus vous avez de chance de pouvoir faire du business avec eux. Si vous êtes entouré de pauvres, pour en faire du business. Donc pas besoin d'être malthusien. Donc il ne faut pas être trop sceptique là-dessus, mais il est vrai que nous, les pays du Nord, on voit très bien qu'on reçoit une déculottée par la concurrence qu'on va considérer déloyale des pays du Sud, et il est vrai qu'on a une forme de recul, mais notre recul est un recul relatif, pas un recul absolu. Nous ne sommes pas moins riches qu'il y a 10 ans, mais nous arrêtons de nous enrichir à toute allure, c'est vrai, alors que les autres s'enrichissent à toute allure. J'ai coutume à dire, si vous avez 4 sur 20 en mathématiques, quand vous passez à 6, vous avez fait 50% de croissance, et vous avez encore un grand potentiel de croissance. Quand vous avez 17 sur 20, il est difficile de passer à 17,5. Mais nous sommes un peu dans ce cas de figure, donc faisons bien attention, la guerre économique existe, on va voir ce que je vais vous montrer, que la concurrence
devient brutal et utilise n'importe quel moyen, mais tout n'est pas que guerre économique, et il va falloir faire un peu de discernement. Deuxième remarque, dans les faits, avant de voir les faits de la guerre économique, si vous regardez ce tableau, il est assez intéressant. Il vient d'une maison mère que j'aime un peu moins, qui s'appelle Goldman Sachs, mais il y a néanmoins des gens qui travaillent bien et qui connaissent bien leur métier, et ils vous montrent l'évolution du PIB dans le monde. Et si vous regardez par exemple la courbe rouge qui représente la Chine, vous verrez qu'en 1800, si vous regardez la richesse dans le monde produite par chaque pays, on verra que l'Europe c'était en bleu, les USA c'est en orange, la Chine c'était en rouge. Et si vous regardez depuis le 18e siècle, 19e siècle, la Chine n'a fait que décliner dans son poids relatif dans l'économie mondiale. Mais on voit que les projections montrent qu'en 2020, la Chine retrouvera sa position de 1850, et on voit que dans la part mondiale, la Chine en 2050, eh bien, aura une part relative, ce qui ne veut pas dire qu'on sera plus pauvre, nous, mais notre poids relatif dans le monde sera beaucoup plus faible. Et en fin de compte, la Chine retrouve sa place historique dans le monde, qui provient seulement du fait qu'ils sont quasiment 1/5 de l'humanité. Et c'est normal qu'un 1/5 de l'humanité ait à peu près 1/5 de l'économie mondiale. Regardons les faits. La guerre économique a toujours existé. Là, je prends position. Elle a toujours existé, même si elle est une partie de l'économie et une partie croissante de l'économie. Quelques faits comme ça au hasard, on faisant un catalogue à la Prévert. Si vous prenez par exemple dans les croisades, dans la croisade qui a pour but, qui part des Génovéfains, de Genova, Jean de Gênes, et les Vénitiens qui vont s'arrêter à Constantinople. Nous sommes en 1202. Leur but c'est d'arriver territoriquement en Terre Sainte. Qu'est-ce qu'ils font pour Constantinople? Ils saccagent et détruisent la ville. Mais pourquoi ils saccagent et détruisent la ville? Parce que Constantinople contrôlait la Méditerranée et qu'eux voulaient avancer sur leur part de marché, ils voulaient avancer dans leur économie, et dans leur économie, Constantinople était l'adversaire. Donc on va instrumentaliser une démarche du peuple, et politique bien sûr, pour un objectif qui n'est pas du tout suicide. Prenez par exemple Cromwell, en Angleterre. Cromwell, les Anglais qui sont la patrie quelque part d'une certaine conception libérale de l'économie, en 1651, il développe des lois protectionnistes parce que c'est son intérêt, parce que c'est l'intérêt de son pays de financer une marine de guerre et qui garde, bien sûr, il interdit aux autres nations du monde de commercer avec ses colonies. Prenez le général de Gaulle. Petite anecdote que les gens ne savent pas tout à fait. Hein, le général de Gaulle voulait avoir une certaine idée de la présence française et de la puissance française. Il y avait une réflexion sur la puissance française. Et vous savez que le général de Gaulle voulait, avait bien pris conscience qu'il fallait maîtriser l'espace. L'espace, pas pour les avions, bien sûr pour les avions, c'est la naissance des caravelles, vous vous rappelez, et de tout ce qui va devenir Airbus, mais c'est également l'espace satellitaire. Et il faut se rappeler que la naissance de ce qu'on va appeler l'ESA, la société d'espace européenne, dont la base est à Kourou, donc en Guyane, eh bien c'était au début, c'était le lancement d'un satellite que la France avait fabriqué de télécommunications qui s'appelait Symphonie. Et quand la France est allée voir les Américains, qui étaient les seuls à avoir des lanceurs, eh bien quand les Américains ont vu que ce qu'il fallait lancer, c'était un satellite qui permettait de concurrencer le monopole des communications des Américains, eh bien le président Nixon, qui par ailleurs est un homme certainement estimable, et il a dit tout simplement qu'on avait le droit de lancer des satellites, mais uniquement si c'était à des fins domestiques, technologiques et aucun cas commercial avec d'autres pays. Donc à partir de cet acte-là, on n'avait pas le droit de lancer un satellite qui puisse porter atteinte au monopole des Américains. Donc c'est à partir de là que le général de Gaulle a dit, partant de ce phénomène, a dit, eh bien on aura notre lanceur, et vous savez qu'on a lancé un lanceur, 2, 3, le 4 a explosé, le 5e a explosé, le 10e a explosé, le 11e a explosé, et là le secrétaire d'État aux Finances, Giscard, disait, on n'a qu'à obéir aux Américains, les Allemands disent, il faut obéir aux Américains, et le TNUE dit, on continue, et le 12e va fonctionner, et ça y est, rien n'est parti. Et aujourd'hui, tous les Européens sont fiers d'avoir un lanceur qui est spécifique, qui est un des meilleurs lanceurs au monde, mais ça vient simplement du fait qu'un cabochard considérait qu'il était normal
qu'un pays défende ses intérêts. Parce qu'un autre pays défendant ses intérêts nous interdisait de défendre nos intérêts. Vous connaissez tous ce débat, Concorde, c'est le Concordski, on l'appelait comme ça à l'époque, c'est Tupolev Tu-144. Ben, il faut savoir, il a été développé par l'URSS, mais je veux bien croire que tôt ou tard, toutes les fonctionnalités finissent par se ressembler, mais il se trouve que cet avion, qui a très bien décollé, mais qui atterrissait mal, donc il manquait, il n'avait pas tout pompé, donc a disparu, et il a disparu, mais en 1965, il y a un homme qui s'appelait Pavlov, qui n'avait pas tendance, rien à voir avec les automatismes du comportement pavlovien, Pavlov, et qui était le patron de l'aéroflot, la compagnie soviétique en France, a été arrêté avec dans ses papiers tous les plans concernant les freins, les trains d'atterrissage et la cellule électronique du Concorde. Le Concordski était un clone produit de l'espionnage industriel, et il a disparu. De la même manière, Concorde va mourir. Pourquoi? Parce que les Américains vont interdire Concorde d'atterrir à New York. Des grandes manifestations vont avoir lieu dans la rue de New York en disant il pollue, il fait du bruit, c'est pas bien. J'aurais aimé savoir quelle est la somme que Boeing a donnée aux associations écologistes de l'époque pour faire cette manifestation. C'est ça la guerre économique. Nous sommes ici, et ça il ne faut pas être trop naïf, et c'est ce que je reproche un petit peu à ce qui se passe en Europe, il y a une grande naïveté. Et vous savez, il y a d'autres phénomènes qui le montrent, par exemple la question d'échelon. Vous connaissez tous Échelon. Échelon, c'est un réseau qu'on appelle les grandes oreilles en termes d'espionnage industriel, de renseignement. Échelon, c'est un réseau qui est initié par cette petite sœur de la CIA qui s'appelle la NSA, qui s'occupe de toutes les communications hertziennes et satellitaires qui passent sur Terre. Et Échelon capte des milliards et des milliards de bits de données tous les jours et qui rentrent par ces grandes oreilles qui sont aussi bien en Pologne qu'en Turquie, qu'en Australie, en Angleterre et un peu partout dans le monde, et qui écoutent toutes les informations. Et vous savez très bien que c'est par ces grandes oreilles qu'un certain nombre d'affaires vont apparaître dans l'affaire Prism, etc. Et ça, c'est une réalité. Alors, cette réalité a été créée. Pourquoi? Parce qu'au début, il fallait espionner l'adversaire. Et l'adversaire, c'était le soviétique. Donc, il est normal qu'en période de guerre, on écoute ce que fait l'autre. Mais ne croyez pas qu'une fois que la guerre politique face aux soviétiques, quand elle a disparu, on a renvoyé tous les spécialistes d'écoute téléphonique, tous les services secrets de la CIA qui contrecarraient le KGB, on leur dit maintenant, apprenez à planter des poireaux et des lentilles, c'est l'avenir de l'humanité. Les gars, il faut garder leur boulot. Simplement, c'est le champ de bataille qui a changé. Et le champ de bataille n'est plus la guerre idéologique, c'est devenu la guerre économique. Et donc, ne croyez pas que la France est restée en dehors. Hein. La France, par ses services, a des services, et qui, vu les budgets qu'elle a, eh bien, s'en sort pas si mal que ça. La NSA, elle, c'est plus de quasiment 22 000 salariés pour écouter les communications, ce que vous n'avez rien à craindre, hein, ne psychotez pas. Hein. Vous pouvez téléphoner à votre petit ami tranquillement ce soir. Ils sont en contre-foot, les Américains. Hein. Mais ne faites pas ce qui s'est passé, je ne sais pas si vous avez entendu, ce qui s'est passé dernièrement, un brave type du Doubs qui disait « Chérie, je vais à la Syrie », et il a été interceptionné par la police, parce qu'il avait fait deux mots douteux, Allah et Syrie, mais le problème n'est pas pour le gars, il était sûr de bois, hein, et il s'est fait arrêter. Mais donc si vous dites « Je vais, chérie, on se retrouve, Christo, je te fais un gros mimi », etc., je t'aime de tout mon cœur, vous en faites pas, ça va directement à la poubelle, c'est même pas regardé. Hein? Si vous dites, et je prie les gens qui pourraient s'autoriser d'être en dehors de ça, ils sont absolument pour rien, mais s'il dit, mon cher Mahomet, rendez-vous avec du C4 devant la mosquée, n'oublie pas la K47, eh bien il y a de fortes chances que le gars ne se promène pas seul le soir dans Lyon. Hein? Donc, il est évident que vous avez un système d'écoute qui fonctionne, et la France a le sien, on a le nôtre, et qui est fait, entre autres, pour surveiller les USA. Le général de Gaulle a fait des bébés, et il y en a qui n'ont pas cédé, et on a notre propre système que les Américains appellent French Law. Alors bien sûr, dans sa proportion, il est beaucoup plus petit, mais néanmoins, ça embête beaucoup de gens, parce que nous pouvons écouter les communications américaines, nous pouvons écouter un certain nombre de communications, donc tout ça en proportion beaucoup plus faible. Alors on a des bases qui sont sautées en Guyane, qui sont bien sûr, on utilise toutes les îles de l'ancien Empire français, et ce système fonctionne, et il fonctionne assez bien, mais il est très contingenté
dans ce qu'il peut écouter à cause du droit et des normes françaises qui, dans l'absolu, sont d'excellentes normes, mais qui est la norme, est-ce qu'elle est fixée par rapport à notre idée du bien ou par rapport à la réalité des armes du concurrent? Ça, c'est plutôt une autre question. Les Américains, bien sûr, sont les champions là-dessus. Ils ont mis en place ce qu'on appelle la War Room, comme Churchill avait une War Room pour faire la guerre en 1945. Ils ont mis un système qui s'appuie au départ sur tout un ensemble de processus qui n'a qu'un seul but, c'est d'empêcher que les entreprises qui viennent sur les marchés américains utilisent des concurrences déloyales. Donc, au principe de cette loi qui s'appelle Sarbanes-Oxley, qui a pour but d'éviter que des concurrences soient déloyales, les Américains trouvent prétexte d'imposer à nos entreprises la transparence totale. Et nous devons une transparence totale. De la même manière, quand un voyageur, quand vous allez aux USA, Air France a l'obligation de donner toutes les informations qu'elle a sur vous, y compris la carte bleue, au système américain. Mais c'est évident que quand n'importe qui du monde vient en Europe, on ne demande rien. Il faut bien savoir qu'il y a une asymétrie des exigences. Il y en a peut-être raison de ne pas entrer dans cette escalade, mais il faut partir, il faut être clair dans le diagnostic de la réalité des choses. Vous connaissez tous l'affaire de BNP, on en dira peut-être un mot tout à l'heure, mais oui. Donc toujours est-il, vous savez que si vous êtes sur votre ordinateur, vous êtes sur Microsoft, toutes les données que vous mettez dans le iCloud sont disponibles à la NSA. C'est contractuel, c'est reconnu par Microsoft depuis 2011, c'est que toutes les données qui sont sur votre iCloud peuvent être observées. Parce que tous, quand vous ouvrez votre ordinateur, vous savez, quand vous avez un nouveau logiciel, il y a toujours tout un ensemble de clauses. Et je sais que vous les avez tous lues attentivement et surligné les clauses qui vous déplaisaient, et à la fin seulement, vous avez marqué « j'accepte pas hein ». Eh bien, je suis sûr qu'ici, 99% des gens descendent le truc et marquent « j'accepte ». Vous savez très bien que c'est marqué « j'accepte », eh bien, vous acceptez que les données que vous faites circuler ne vous appartiennent plus. Ainsi, mademoiselle, si demain, en revenant de vacances sur Facebook, vous mettez votre jolie photo en revenant des vacances, toute bronzée, toute croustillante, on vous voit en tenue de plage, mais vraiment très jolie, et vous balancez ça sur Facebook, si demain on retrouve votre photo sur un journal un petit peu coquin d'Asie, vous pouvez rien dire, parce que la photo ne vous appartient plus, elle appartient à Facebook. Et il est évident que GAFA, comme l'a très bien dit Patrick Derac ce matin, est quasiment un État. En termes de puissance, GAFA, c'est qui? C'est Google, Amazon, Facebook et Apple. Si vous prenez la puissance économique de GAFA, c'est une puissance qui est beaucoup plus grande que beaucoup de pays au monde et qui a un vecteur d'influence qui est plus grand que beaucoup de pays. Donc, alors il y a des outils qu'on met en place par les Américains, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que vous pourrez faire tout un détail, je vous donnerai la bibliographie qu'il faut pour recenser tous les éléments qui composent la War Room américaine, mais c'est tout un ensemble de structures qui sont faites autour des USA. Maintenant, soyons parfaitement honnêtes, les Américains sont très forts, mais on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot, et on commence à réagir, mais on n'a pas encore vraiment admis la réalité du fait. Donc vous connaissez toutes les affaires dont on a parlé, l'affaire Sony, l'affaire Prism, l'affaire Studnet, Snowden, Echelon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà une autre affaire qui date de 2013, c'est l'histoire de Petrobras, qui oppose le Brésil aux USA. La présidente Dilma Rousseff est en procès avec les Américains là-dessus, parce qu'il semblerait que l'ensemble des fichiers de Petrobras ont été captés par la NSA et les a regardés. Alors, les Américains disent que c'est pour lutter contre le terrorisme, ils ont sûrement raison de lutter contre le terrorisme, mais je ne savais pas que les plateformes pétrolières étaient des lieux si dangereux. Enfin, c'est ainsi. Donc, pour terminer cette partie, juste un fait, voilà un homme que vous ne connaissez pas, il s'appelle David Rothkopf, c'est celui qui a mis en place la guerre économique aux USA. Il était le directeur du département commerce de l'administration Clinton, c'est Clinton qui a véritablement enclenché le processus. Et quand on lui pose la question sur le côté un petit peu déloyal par rapport à la certaine éthique des libéraux de l'économie, qui est une éthique assez belle d'ailleurs, ils disent, les esprits chacun prétendent que c'est une honte de s'abaisser à vendre nos produits par ce type de méthode. Je leur réponds que la honte, c'est d'avoir mis autant de temps à nous apercevoir que c'était la bonne manière de faire notre métier. Donc voilà. Je pense que les choses sont dites. Alors, avant de donner la boîte à outils de la guerre économique, juste un petit mot. Il faut quand même, il ne faut pas tomber dans le syndrome
de psychoter. La guerre économique, elle existe sur certains sujets bien précis, mais Dieu merci, 95% de l'économie, c'est pas forcément ça. C'est bien sûr les secteurs stratégiques qui sont visés. Et tout n'est pas forcément ça, et il y a des exemples qui sont quand même positifs. C'est l'affrontement qui s'est passé entre Bridgestone, c'est la relation entre Bridgestone et Michelin, c'est les deux grands leaders de pneumatiques, et vous comprenez pour qui j'ai un faible. Et donc, ces deux leaders sont l'objet de pillages, parce que c'est un savoir-faire technologique considérable, un pneu, c'est de la haute technologie, un pneu. Et il se trouve qu'un ingénieur de chez Michelin, certainement parce qu'il avait dû avoir une remontade de je ne sais quoi, part, quitte Michelin, et furieux, quitte Michelin, et avec des secrets de fabrique, et il adresse un courrier à Bridgestone en demandant une centaine de milliers de livres sterling pour donner les secrets de Bridgestone. Que va faire Bridgestone? Le patron de Bridgestone appelle François Michelin et le met au courant. Ça, c'est positif. Et c'est positif, ça ne veut pas dire que Bridgestone aimait bien François Michelin. Peut-être qu'il est même comme personne. Mais il savait très bien qu'une affaire comme ça, ça passait au grand jour, ça lui faisait plus de mal que ce qu'il aurait gagné en ayant 2 ou 3 brevets, ou s'il avait connu par avance 2 ou 3 brevets. Mais néanmoins, les chefs d'entreprise ont préféré jouer la transparence et la bienveillance mutuelle, et celui qui a du mal aujourd'hui, c'est cet ingénieur véreux. Il y a eu un même cas pour Coca-Cola et Pepsi-Cola, mais tant mieux, il y a des actes positifs, loyaux, et qui honorent les partenaires qui l'ont fait, mais ce n'est pas parce qu'il y a un arbre qu'il n'y a pas une forêt. Donc, quelles sont les modalités de cette guerre économique? Quelles sont les modalités de cette guerre économique? Donc, on va avoir les moyens, mais la première question que je vais poser, c'est qui a tiré le premier? Qui a tiré le premier? Alors, on sait, je l'ai dit, que l'arène est mondiale, que le doux commerce, aujourd'hui, du fait que le jeu est parfois un jeu à somme nulle, devient mortel, et il est bien évident que les USA ont utilisé la période de la guerre froide pour construire tout un appareillage technologique au niveau de l'économie entière, qui a servi dans la guerre froide, et on les remercie, moi personnellement je les remercie, mais qui, quelque part, existe encore, et s'est inversé, a changé de forme de guerre. Alors ceux qui ont vraiment commencé la guerre économique, il est bien évident que ce sont les Japonais. La guerre économique, j'ai dit c'était Colbert, mais la guerre économique au sens moderne, ce sont les Japonais, en particulier sous l'impulsion de Meiji, l'empereur qui en 1860 voit les Américains, et découvrant les Américains dans un Japon totalement fermé et hermétique à toute dimension. L'empereur Meiji que vous voyez là, et là c'est une estampe qui montre les Japonais voyant arriver le bateau du Commodore Perry, eh bien, ont compris que les Américains étaient en avance technologiquement et qu'il fallait en très peu de temps rattraper l'écart technologique. Et si vous prenez la constitution japonaise, je vois que c'est le 5e amendement, il est marqué « Nous irons chercher la connaissance de par le monde pour sans cesse renforcer la règle impériale ». Et les Japonais, chez eux, voilà, c'est le 5e, ont créé tout un ensemble d'institutions qui va favoriser le captage de l'information. Le MITI, le ministère de l'Intérieur, de la Technologie et de l'Information, c'est une vaste machine pour collecter l'information. Pour un Japonais, l'erreur suprême, c'est d'inventer ce qui a déjà été découvert. Il faut d'abord imiter, trouver. Et il y a tout un ensemble de structures qui existent. Là, chaque structure mérite une réflexion. Par exemple, le GETRO ou les Sogo-Shosha. Les Sogo-Shosha, c'est des maisons de commerce qui très rapidement surveillent l'évolution du droit, l'évolution des mœurs, des brevets, et qui collectent tout ça pour informer les industries japonaises pour qu'elles réagissent et qu'elles collent à l'évolution du marché. Le patronat japonais est dans cette logique très très ferme. Cette logique qui a développé des outils de guerre économique, alors que nous sommes dans la grande fraternité cosmique et mondiale autour de la diffusion des valeurs de l'économie de concurrence. Et au Japon, ça va très loin, puisque même l'opinion publique est favorable à ça et comprend très bien qu'il est normal qu'on ramène l'information que l'on trouve dans un pays au service de la communauté qui nous a permis de faire ce voyage. Donc, tout ceci mérite d'être développé, bien sûr, mais mon but, c'est je suis quand même un petit peu dans la généralité. Bien sûr, ceux qui ont développé la guerre économique, ce sont les Russes, je l'ai dit, montré tout à l'heure, à travers la question du Tupolev, mais les USA sont devenus des maîtres. Hein. Je l'ai dit, ils mêlent libéralisme et mercantilisme, et
avec des moyens différents, même si au niveau du commerce extérieur, ils sont déficitaires, mais on verra tout à l'heure que dans la guerre des monnaies, ils ont des arguments que nous n'avons pas. Et différents textes montrent comment, à partir de Clinton, on va arriver à développer cette guerre économique, avec le Trade Bill, par exemple, qui autorise les USA à prendre des sanctions contre les pays qui se ferment aux produits vendus par les USA. Et bien sûr, il y a tout le travail dans les grandes institutions, comme le FMI, comme la Banque mondiale. Tout ce qui va contre cette logique existe. Mais vous savez qu'aux USA, une compagnie occidentale n'a pas le droit de posséder plus de 20% des actions d'une compagnie d'aviation et qu'aucun port américain n'a le droit d'être vendu à l'étranger. Mais ils sont tout à fait bien que le Pirée soit vendu aux Chinois. Donc, il y a une asymétrie des situations. Donc, je crois que la déclaration de guerre économique date véritablement de 1992, lorsque Bill Clinton organise un sommet économique à Little Rock, dans sa propriété personnelle, et il dit « Un monde dans lequel les États, comme les entreprises, sont engagés dans une compétition sauvage sur les marchés mondiaux. C'est qu'on transpose le modèle d'Alan Smith, où chacun lutte pour son intérêt, en s'appuyant uniquement sur son égoïsme. Eh bien, ce qui est valable dans une économie nationale, dans un cadre culturel donné, si on le transpose au niveau global, au niveau du monde, on va produire l'ordre du monde. Si vous voulez plus de critiques là-dessus, vous pouvez lire ce qu'écrit le prix Nobel d'économie Paul Krugman, il travaille beaucoup sur ces sujets-là. Donc, quelles sont les armes et les champs de bataille? Alors, j'irai relativement vite. Déjà, les armes. Donc, les armes, bien sûr, c'est l'intelligence économique, qui est une nouvelle discipline que l'on enseigne, bien sûr, à l'IAE. L'intelligence économique, si vous voulez, c'est l'ensemble des techniques qui vont permettre à une entreprise de capter de l'information ouverte, de l'information blanche, c'est de l'information que l'on peut librement trouver sur un marché pour arriver à connaître le cœur de cible de ce que l'autre veut protéger. On peut avoir des informations sur ses concurrents et qui sont stratégiques pour nous. Il suffit d'ouvrir les yeux et de savoir les ramasser. Hein, vous pouvez, alors ça peut aller aussi bien inviter un grand chercheur à un colloque de médecine, bien sûr aux Canaries, parce que ça libère la science, vous comprenez, les plages, etc., où le chercheur va lâcher toute l'information qu'il a obtenue par le CNRS ou je ne sais qui, parce que, bien sûr, dire le savoir est universel, parce qu'il n'est pas toujours pensé comme ça au niveau des USA, vous pouvez capter cette information. L'intelligence économique, c'est de surveiller. Il y a tout un ensemble d'outils, qu'on va appeler les outils de veille, qui ont pour but de surveiller l'autre. Mais ici, vous êtes dans une méthode totalement légale, totalement loyale, vous ne faites rien que la loi réprimande. Mais il y a une deuxième dimension qui s'appelle l'espionnage industriel. Et le KGB n'existe plus, mais le SVR maintenant existe. Et on fait de l'enquête, il y a des hommes qui, eux, vont chercher de l'information noire. Ils vont chercher de l'information dont l'accès est illégal. C'est-à-dire qu'on rentrera dans l'entreprise, on écoutera on violera l'ordinateur, on écoutera des communications, on mettra des micros, on débauchera, bien que débaucher c'est pas interdit, un ingénieur que l'on payera lourdement s'il vient travailler chez nous, ça c'est plutôt de l'intelligence économique, et donc on est dans l'espionnage industriel, et l'ensemble des services secrets, donc du public, qui travaillait avant pour des questions idéologiques, maintenant travaillent au service de la nouvelle conception de la défense des intérêts de la nation, qui ne sont pas uniquement la défense nationale, qui est la défense militaire, mais maintenant la défense des intérêts économiques d'un pays fait partie de la défense nationale, et donc bien sûr les services secrets participent de ceci. Bien sûr, un des instruments extraordinaires, c'est d'utiliser les technologies d'information et de communication. Hein, vous voyez très bien l'attaque contre Sony qui a été faite, on ne sait pas par qui, mais on dit que c'est la Corée du Nord, hein, qui a fait qu'une filiale qui fait 6% de Sony a vu quasiment 90% de ses données partir sur la place publique. Donc bien sûr c'est un coup fatal pour Sony, et bien sûr ça prouve un certain nombre de choses. Hein, vous pouvez, rappelez-vous, en Estonie en 2007, l'Estonie veut démonter une statue d'un soldat russe de l'armée rouge. Automatiquement, n'oubliez pas qu'en Estonie, il y a 40% de la population qui est pro-russe. Une cyberattaque va se faire sur l'Estonie, et pendant 6 mois, l'Estonie n'aura plus aucune informatique, plus aucune carte de puce qui va marcher. C'est la première grande cyberguerre qui va exister. Vous savez que c'est très facile pour quelqu'un qui s'y connaît un peu, avec son ordinateur, de faire brûler votre ordinateur. On peut aujourd'hui, avec un ordinateur, faire dérailler un train. On peut, avec un ordinateur, créer des gros conflits.
Il faut bien être lucide là-dessus, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, nous sommes vraiment, comme le disait Gérard Pervac ce matin dans les guerres asymétriques, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, il y a des cyber-armées aujourd'hui. Et des pays comme la Corée du Nord ne sont pas mauvais, les Iraniens sont excellents, et la France s'est mis maintenant, a également ses outils, mais de défense plus que d'attaque, et il y a des pays qui savent le faire, et ça se joue. Et il est bien évident que si vous chopez l'information stratégique de votre concurrent, vous avez un atout considérable. Bien sûr, il y a également l'influence, c'est tous les jeux d'influence, tous les jeux de ce qu'on va appeler le soft power, c'est qu'on ne va pas agresser directement, mais on va embobiner. Là, on est vraiment dans le jeu de Go, on va jouer sur les esprits, on ne va pas prendre les corps, mais les influences. Je vous donnerai un exemple. Toujours est-il, au niveau des armes, les outils modernes sont nombreux, les outils sont nombreux, mais ils mobilisent aussi bien les secteurs privés que les secteurs publics. Parmi vous, il y a des hommes qui sont des hommes d'entreprise, ou qui étaient des hommes d'entreprise ou des femmes d'entreprise. Quand vous faites faire un audit par les Big Five, tout le monde les Big Four, maintenant les grandes compagnies d'audit, vous les connaissez, elles s'appellent BDA, Ernst & Young, etc. Eh bien, forcément, l'entreprise qui veut faire un audit stratégique, l'entreprise se met toute nue devant l'auditeur, pour qu'il ait toutes les forces et faiblesses de l'entreprise pour faire un bon diagnostic. Naturellement, ce rapport est confidentiel, et que le gars qui a fait ça, qui est un consultant de grande intégrité, qui est un homme impeccable, il signe la clause de confidentialité parce que vous avez tout dit sur votre entreprise. Vous avez tout dit. Si vous voulez faire un bon diagnostic, il faut tout dire. Si vous cachez la moitié de l'entreprise, le diagnostic n'est pas bon. Mais il faut quand même savoir que si l'individu a signé le rapport, juridiquement, quand vous êtes dans les Big Five, systématiquement, un rapport est systématiquement envoyé au siège national, au siège de la multinationale qui est à New York. Et eux, ils s'en servent pour caler les meubles parce que ce soit bien à la même hauteur. Donc, vous comprenez bien que quand vous avez un rapport entier sur une entreprise, vous en savez pour quoi faire. Donc, c'est pas drôle ce que je suis en train de dire, mais c'est vraiment la nouvelle donne économique actuelle qui amène un autre phénomène. Alors, je parle des influences. Alors, je ne vais pas reprendre tous les hommes, mais si vous prenez simplement au niveau du gouvernement américain, tous ces hommes-là, ce sont des hommes qui pèsent très très lourd au niveau du gouvernement américain. Ils ont tous une singularité, c'est qu'ils ont tous été des responsables de Goldman Sachs. Alors comme je n'ai pas le temps, je ne vais pas insister pour faire le commentaire de chacun, mais ils viennent tous de la même banque. Je vais un peu plus loin, je vais au niveau de l'Europe, vous en connaissez certains. Vous connaissez Super Mario. Non mais ne jouez pas trop aux ordinateurs. Hein. Donc Mario, c'est Mario Draghi, ancien vice-président de Goldman Sachs Europe, nouveau président de la Banque Centrale Européenne, vous le savez. Donc c'est peut-être une coïncidence, je me trompe peut-être, mais c'est quand même assez édifiant. Otmar Hissing, membre du directoire de la Bundesbank, ancien économiste en chef de la Banque Centrale Européenne, administrateur de Goldman Sachs International. C'est lui qui a fait le montage pour l'Irlande. Peter Sutherland, un Irlandais, donc irréprochable. Alors ça maintenant s'appelle Patrick. Donc, forcément des gens bien. Donc président de Goldman Sachs International, président pour l'Union Européenne de Transatlantic Politic Network. C'est intéressant. TAFTA, vous dites quelque chose? TPP, TAFTA, etc. Antonio Borges, il fut l'un des dirigeants de GS International, il dirige le département Europe du FMI. Lucas Papademos, ancien vice-président de la Banque fédérale de Boston, ancien gouverneur de la Banque de Grèce, c'est lui qui a qualifié l'euro, qui a qualifié la Grèce pour rentrer dans l'euro sur un dossier préconisé par Goldman Sachs. Et Mario Monti, que vous connaissez, ancien consultant de Goldman Sachs, ancien commissaire européen, président désigné sans élection à la tête du Conseil européen, c'est quand même assez intéressant. Les chefs d'État qui ne sont pas élus, qui se retrouvent chefs d'État. Hein. Mais si on fait ça dans un autre pays, qu'est-ce qu'on dirait? Donc, on ne va pas aller plus loin. Mais c'est bien évident qu'une entreprise comme Goldman Sachs qui défend son intérêt. Elle a très bien compris que ce qui est important, c'est le réseau. Et il y a un réseau. Et elle n'a pas tort de le faire. De toute manière, elle n'est jamais en dehors de la légalité. Ou si elle est en dehors de la légalité, elle est toujours dans la zone grise. Elle est dans la zone grise. Elle s'est fait condamner par l'Europe pour 400 millions de dollars à cause de l'histoire de la Grèce. Mais 400 millions de dollars, c'était 15 jours de sa marge bénéficiaire. Donc ils jouent, ils font de l'économie, ils s'appuient sur l'égoïsme, le calcul de l'intérêt, c'est l'hédonisme. Je sais que si je perds, ça me coûte 400 millions, si je gagne 10 milliards. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis prêt à perdre 2000 euros si je suis sûr de gagner 10 millions au loto. Il n'y a aucun problème. Et vous êtes dans ce type de jeu, et ça, je ne suis pas marxiste, hein, rassurez-vous, ou assistez-vous, mais c'est une réalité
c'est une réalité qu'il y a des jeux d'influence considérables. Et il est bien évident qu'il y a des instruments essentiels de la guerre économique, c'est l'influence. C'est la stratégie d'influence. Et j'aurais aimé que mon collègue qui est dans la Génie, Fabrice Ross, puisse être là, il était retenu, je le regrette, c'est ce dont il aurait dû vous parler. Alors, les cibles et les champs de bataille, vous voyez, fait un barillet, il y en a un paquet. Il y a un paquet de balles dans le fusil. Et vous en avez beaucoup. La guerre des droits. La guerre des droits, la guerre des monnaies, la mainmise sur le cerveau, la captation des capitaux, la guerre des ressources naturelles, la guerre pour capter les clients, la guerre des technologies, la guerre de l'information. Tout ceci, c'est autant de champs sur lesquels la guerre économique a développé des stratégies très spécifiques. Si je prends simplement, donc je ne vais pas tous les prendre parce que j'ai largement mangé tout ce que mon temps de parole, donc si je prends simplement la guerre des droits, c'est l'exemple typique de sujet, sur lequel personne ne s'y intéresse. Vous savez que dans le monde, il y a deux grands mondes juridiques. Il y a le monde anglo-saxon et il y a le monde du droit romain, qui est le monde dominant. Il est bien évident, vous comprenez bien que quand vous arrivez à imposer dans des négociations le droit de votre pays, vous avez un avantage compétitif par rapport à l'autre. Parce que vous connaissez, vous maîtrisez le droit. Tous vos textes sont à part avec le droit. Les comptables le savent très bien. Quand on a mis les normes IFRS, on nous a imposé des normes comptables américaines qui ont modifié totalement une manière de voir la comptabilité. C'est un rapport de force. Donc ce qui serait intéressant, c'est de voir comment on fabrique ces normes. Et quelle est la place des lobbies de certains pays dans cette production de normes, et quelle est la place des Européens? Eh bien, on verra qu'il y a énormément de Japonais, énormément d'Anglo-Saxons, mais nous ne sommes pas à la racine de la production de la norme. Et quand vous voyez que se développent actuellement les accords TAFTA et TPP, les grands accords internationaux de l'Amérique avec l'Europe, des États-Unis avec l'Europe, des États-Unis avec l'Asie, quand vous voyez que ces accords sont en train de se faire dans un silence relativement total, auprès y compris des grands élus français, et que ça nous vient directement de la Commission. Et dans la Commission, les gens sont assez sensibles au point de vue nord-américain, sans forcément faire le lien que j'ai fait tout à l'heure. Mais il est bien évident que ce qu'on est en train de produire, c'est quelque chose qui est totalement conforme au droit anglo-saxon. Par exemple, les clauses d'arbitrage qui vont consister à dire que si une entreprise américaine fait un accord avec une entreprise française, eh bien, ce qui est décidé par les accords entre les deux grandes entreprises, ça prime sur le droit national, c'est quand même pas rien. C'est-à-dire que l'accord entre deux acteurs privés est de nature juridique supérieure à l'accord imposé par la nationalité du pays. Vous êtes bien dans la disparition du politique par rapport à l'économique. Donc je suis pour la liberté de l'économique, mais là, nous sommes dans du droit international public. Donc il se fait à partir du contrat. C'est ça la guerre des droits, et moi je l'ai vécu au niveau de l'Union européenne, entre le droit des buveurs de bière et le droit des buveurs de vin. Le droit d'ennemi, hein. Mais néanmoins, en matière de droit, on n'est pas les deux. Vous êtes l'un ou l'autre. Vous êtes dans le droit romain, vous êtes dans le droit anglo-saxon. Et donc, vous avez, voilà un exemple très simple, pour revenir à d'autres choses. Vous pourrez prendre, par exemple, la guerre des monnaies. Ce matin, Jean Ruffier, dans son excellent exposé, nous a fait une petite allusion sur le yuan et sur le taux de change. Et sur le taux de change qui a été fait, vous comprenez bien que quand le Japon, quand la Chine a un yuan qui est fixé par le pouvoir politique, le pays qui a le plus grand excédent de commerce extérieur, les USA, ont une monnaie qui est indexée sur le pays qui a le plus grand déficit. En principe, un pays qui a un grand déficit a une monnaie basse. Un pays qui a un grand excédent a une monnaie haute. Alors on rentre à l'OMC, on dit liberté mondiale du commerce, et on ne respecte pas les règles, et on ne dit rien. Donc peut-être qu'on n'a pas le choix, je ne sais pas. Mais en attendant, il y a véritablement, quelque part, une guerre des monnaies qui existe. Comprenez bien, par exemple, le fait que les Américains aient le droit de produire du dollar sans contrepartie, c'est un droit de seigneuriage énorme. Et donc, ils savent très bien l'utiliser. Et vous savez très bien que dans les conflits géopolitiques qui émergent aujourd'hui, une des grandes tensions qui n'apparaît pas, c'est que des pays comme les Russes, les Chinois et éventuellement les Iraniens, ils seraient d'accord de créer une monnaie mondiale alternative au dollar. Et donc, les rapports de force politiques de la guerre militaire ont peut-être pour raison ultime ce type de rapport de force. Et là, on aurait bien aimé voir l'euro, et coucou, celui-là. Et le match est en train de se faire, mais parce que, fondamentalement, dans l'espace de l'Union européenne, nous sommes fondamentalement accrochés à notre principe de la distinction
du pouvoir politique et du pouvoir économique. Il n'y a qu'à voir comment on a géré l'affaire Péchinet. Il y a peut-être parmi vous qui connaissent Péchinet. Là c'est une entreprise au niveau de la technologie. Péchinet, Eugène Kuhlmann était une entreprise qui était née à Eugène, qui faisait de l'aluminium, qui était le leader mondial en matière d'aluminium. Bien rappelez-vous, quand Péchinet et Eugène Kuhlmann ont voulu faire une fusion avec Alcan, l'Union européenne s'est opposée, parce qu'elle disait que ça allait faire un monopole. Donc ça allait faire une entreprise trop grosse. Donc il n'y avait pas la saine concurrence douce et loyale. Donc on s'est opposé à ça. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Eh bien, Péchinet a été avalé indirectement par ailleurs, racheté par des Australiens, vendu au détritus, et tout le noyau technologique qui appartenait à Péchinet est actuellement aux USA. Prenez l'entreprise Gen+. Gen+, qui est-ce qui a inventé la carte à puce? Ce sont des Français. Eh bien, si vous suivez le processus de Gen+, aujourd'hui c'est une entreprise dont le savoir-faire était uniquement français, n'est plus français. Et donc, je ne vais pas vous coller le bourdon, je vais simplement dire que la guerre économique a changé et qu'il faut savoir, sur la question des cerveaux, c'est une forme de guerre. Il y a une concurrence des nations pour attirer les meilleurs cerveaux. Rappelez-vous simplement ce qui s'est passé en 1944-45, Patton et les Russes. C'était à celui qui allait le plus rapidement prendre les chercheurs allemands. Et il est bien évident que ceux qui sont tombés dans les bras des Américains sont tombés dans le cas de la liberté. Donc, tous ces grands chercheurs qui avaient inventé le V1, le V2, donc qui avaient inventé le mécanisme de la réaction, pas politiquement, hein, sur l'avion. Et donc, qui avaient inventé ce processus, eh bien, ils sont partis aux USA, mais d'autres sont partis en Russie d'une autre manière. Mais il y avait une convoitise, mais cette convoitise existe. Vous savez que l'Inde, aujourd'hui, demande à un étudiant indien de rembourser ses études s'il part. Parce que pendant longtemps, que faisaient les Américains? Ils arrivaient, et d'autres pays aussi, ils arrivaient en Inde avec leur imperméable, comme on fait à la sortie d'école, messieurs, et ils ouvraient l'imperméable, et ils disaient, tu viens? Et là, il y avait marqué dollar, 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 et bien sûr, l'étudiant indien, très doué en informatique, il avait son poste, il avait tout, il arrivait avec son turban en Inde, il a travaillé. Donc là, est-ce que c'est parfaitement loyal, est-ce que c'est parfaitement légal? Bien sûr que c'est la liberté. Mais l'étudiant indien, il est devenu doué grâce à son pays qu'est l'Inde. Donc il a une créance vis-à-vis de l'Inde. Donc si vous piquez les élites des pays pauvres, en quelle mesure est-ce que ce n'est pas un acte de guerre? Donc vous voyez, vous avez différentes choses. Les visas, je ne veux pas que vous cherchiez le visa H1B, c'est un visa qui a été mis en place par les USA pour recevoir le pacte de 6. Si vous êtes certain de gagner plus de 60 000 $ aux USA, vous avez un visa extraordinaire qui vous donne la carte verte très rapidement, vous avez des avantages. Si vous dites je suis bac -8, je vais aller aux USA, vous aurez plus de mal, vous verrez. Et donc, ceci, ça participe de ce dispositif. Est-ce qu'en Europe, on peut dire on est pour une immigration choisie, c'est qu'on veut bien prendre des gens qui ont les compétences qui nous manquent, etc. On va vous dire les droits de l'homme. Vous faites une distinction. Donc on est totalement naïf. En réalité, ce qui va se passer, c'est l'Angleterre qui va dire ben, messieurs, vous avez appris dans votre école de commerce, ce qui est remarquable, vous avez appris à l'IE, vous êtes parfaitement bilingue, vous êtes mobile, vous êtes citoyen du monde, ben, venez à Londres. Et ça participe de quoi? Ben, bien sûr de la liberté. Et c'est le drame humain, c'est que, ou la grandeur de l'homme, le contraint est toujours mélangé avec des vrais, et qu'il ne faut jamais essayer de trop vouloir les séparer parce qu'on fait plus de dégâts que de bien. Mais il faut être lucide sur le mécanisme. Qu'est-ce que l'on fait pour faire que l'élite de nos écoles dise « Moi, je reste en France parce que je vais attaquer le monde sur le plan économique à partir de la France ». Eh bien, je suis navré de dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas absolument certain que beaucoup de jeunes disent que la plateforme idéale pour attaquer le monde à partir de mon projet, ça soit Lyon. Alors qu'en fait, c'est Lyon, c'est vrai, mais de ça. Mais donc, voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. Mais oui, c'est vrai, parce qu'on a plein d'atouts. Vous allez au Minnesota, c'est sympa, mais il y a les moustiques. Nous, on les a pas. Donc, non, mais il y a d'autres atouts plus conséquents. Donc, il y a tout un ensemble de tableaux qui a été fait. Il y a tout un tableau, et je vais m'arrêter là pour pas trop vous embêter. Il y a tout un ensemble de tableaux qui est fait sur la lutte des cerveaux, sur la captation des capitaux, comment attirer les capitaux dans un pays. Regardez comme l'Irlande sait attirer les capitaux, comme le Luxembourg sait attirer les capitaux. Vous savez que les multinationales ont trouvé hébergement au Luxembourg avec des taux d'IS qui sont inférieurs à 5%. Donc il faut quand même être un peu lucide. Nous votons tous des textes, liberté de circulation des hommes, des marchandises et des capitaux, et quand Depardieu peut partir en Belgique, on lui dit mauvais français.
pas se contredire à ce point, non. On ne peut pas se contredire à ce point. Donc il faut accepter de poser la question, cette question-là, que je passe, la question de la nationalité des entreprises. Oui, la guerre, elle se porte sur les marchés financiers. Elle se porte sur les marchés financiers. Les entreprises, c'est qui? Quel est le pouvoir de notre président de la République par rapport au nouveau président de Total? Mais parce que Total, qui est-ce qui est majoritaire chez Total? Ce ne sont pas les épargnants français, ce sont les capitaux anglo-saxons. Il est bien évident que quand vous contrôlez le capital d'une entreprise, c'est vous qui avez la décision du management. Donc ça pose toute la question du mouvement des capitaux, des fonds souverains. Les fonds souverains de la Norvège, du Qatar, de Chine. Maintenant, si vous voulez piller la technologie d'une entreprise, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous pouvez toujours essayer par l'électronique, mais il y a une technique simple. C'est que vous rachetez l'entreprise. Et quand vous avez racheté l'entreprise, vous êtes actionnaire majoritaire. Quand la Chine rachète l'aéroport de Toulouse, c'est pourquoi? Parce que la Chine est en train de fabriquer va fabriquer son long courrier, mais il leur manque une technologie fondamentale, c'est la technologie de la gestion d'une plateforme aéroportuaire. Bien, en achetant Toulouse, c'est évident qu'ils vont avoir toute la chaîne logistique très complexe d'un aéroport. Ils vont payer un Toulouse, mais des Toulouse, on aurait sur toute la Chine. Est-ce que ce n'est pas la priorité de la France de dire, eh bien, on considère qu'après tout, l'aéroport de Toulouse, il y a 300 millions, eh bien, l'État français considère qu'il faut trouver des capitaux. Alors vous allez me dire, vous êtes nationaliste. Oui, je crois qu'il y a effectivement un destin commun dans un vivre ensemble qui est la nation. Et si vous en avez honte, ben, définitivement ce que vous avez dans votre poste, ça s'appelle une carte nationale d'identité. Parce que le partage social présuppose une communauté. Et la communauté que je connais la mieux, en dehors de la famille c'est un peu étroit, dit Nathan quitte sa famille. Ben, ça reste quand même la nation, et après les Nations Unies. C'est évident. Mais il faut respecter chaque État. Donc vous voyez, on peut, sur des tas de sujets, il y a tout un ensemble de choses qu'on pourrait voir. Comment capter les clients, comment utiliser les structures. Oui, je parle ici du rapport Tanzer, un des outils extraordinaires. Je raconte juste une anecdote et je me tairai. Les Allemands, il y a une quinzaine d'années, ont su que la Chine voulait changer son réseau ferroviaire. Ils voulaient changer son réseau ferroviaire, donc qu'a fait l'Allemagne? L'Allemagne, dans une coopération fraternelle, amicale et bienveillante, a dit à la Chine, pour vous aider dans votre développement, on vous confie un staff de 5 ou 6 ingénieurs spécialisés en chemin de fer. Ils vont vous aider à faire votre réseau de chemin de fer. Très bon. Le fort qui est le faible qui grandit. Vous avez bien compris. Quand vous avez 5 ou 6 ingénieurs de haut niveau de calibre qui viennent repenser le réseau de chemin de fer, bien qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont donné des conseils, Et quand l'appel d'offres est sorti pour dire au niveau international, qui peut nous aider à faire ça? Qui a eu le marché, à votre avis? Ben, c'est le chemin de fer allemand. Pourquoi? Parce que toutes les normes qui étaient préconisées étaient des normes qui étaient en phase avec la réalité allemande. Et elle est là, la guerre économique. La guerre économique, elle se place au niveau de la production du droit ou la production de la norme. Et il y a un homme chez nous en France qui s'appelle Tanzer. Et ceux qui s'intéressent à ça, cherchez sur l'ordinateur Nicolas Tanzer. Et vous regardez ce qu'il raconte, Tanzer. C'est un haut fonctionnaire qui tire la sonnette en France depuis longtemps, en disant réveillez-vous, ce n'est pas les ambassades qui doivent faire les rapports, il faut, nous, que l'on sache envoyer nos experts. Si on envoie dans un pays nos experts pour expliquer que le système de santé dans leur pays doit être le système de santé français, eh bien, un pays qui prend le système de santé français, tous nos logiciels, etc., d'informatique, de sécu, hop, ils vont l'acheter. Et on va être le référent. Et ça est faire un effet d'entraînement qui tire l'économie. C'est à ce niveau-là qu'il faut le prendre. Oui, on peut aller assez loin sur les matières rares, sur les ressources rares, le contrôle des terres rares, le contrôle des énergies. Tout ceci, ce sont des enjeux. Le capital immatériel et bien sûr l'information. Le pouvoir, c'est le savoir. Contrôler l'information, c'est véritablement avoir le pouvoir économique. Donc l'information, c'est une matière première. C'est la matière première essentielle du siècle qui vient. Donc, en conclusion, la guerre économique, à mon sens, il ne faut pas plus la nier, c'est une réalité, qu'elle nous plaise ou qu'elle ne nous plaise pas. Il y a ceux qui regardent le seul marché. Oula, excusez-moi, c'est une erreur dans ma formulation. Ceux qui regardent le marché, ben, le marché c'est bien, mais c'est relativement insuffisant.
le regard de ceux qui veulent que les nations disparaissent, eh bien, ils se trompent, parce qu'aujourd'hui, la seule manière de résister, même pour une entreprise, c'est de faire partie d'un État, qui l'État n'absorbe pas l'économie, mais aide l'économie. Donc on a bien sûr besoin du doux commerce, qui est là. Le commerce, il ne voit pas loin. L'État, lui, il ne voit pas près, mais il voit loin. Donc on a besoin du court-termisme des entreprises qui voient ces court termes, mais on a besoin de l'État parce qu'in fine, c'est lui qui voit loin, c'est lui le maître des horloges. Voilà, je m'arrêterai là. Merci pour votre patience.